Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Donc finalement, est-ce que vous situez l'adhésion totale du peuple iranien aux élites à ce moment-là, puisque quand on a décrit l'arrivée, l'avènement de la révolution, on a dit que précédemment, il y avait un fossé qui s'était creusé entre les élites et le peuple, et que ça a rendu possible cette révolution. Puis il y a eu cette guerre qui a ressoudé le peuple avec son élite. Donc est-ce que c'est vraiment le moment de bascule? Et est-ce qu'elle continue aujourd'hui? Est-ce que le peuple, pardon, continue et les Iraniens continuent à soutenir de façon indéfectible leurs élites? Alors juste, je vais peut-être mentionner un petit fait. C'est-à-dire que lorsque le Shah est démis, qu'il s'enfuit, tout un pan de la société, en particulier, je pense, une certaine élite qui était proche de lui, certains apparatchiks du pouvoir, mais aussi d'autres gens, je dirais, normaux, mais simplement voilà, opposés à la révolution, eux font l'exil. Et on retrouve des communautés de ces gens-là importantes à l'étranger. Je veux dire, Los Angeles est connu pour avoir un quartier qu'on appelle communément Terre Angeles, parce qu'il y a environ 1 million d'Iraniens rien que là-bas. Il y a des Et à communautés. Beverly Hills, il me semble aussi. Il y a pas Voilà, mal d'Iraniens. Et c'est pas les mauvais quartiers. Donc on peut voir que ceux qui sont partis là-bas, c'était pas la frange pauvre de la population. Et c'était ceux qui avaient, je pense, des intérêts avec le régime précédent, et puis qui s'étaient enrichis ou qui avaient peur de la nouvelle, simplement de la nouvelle donne. Donc voilà, on retrouve un peu ces communautés en exil un peu partout en Europe, en Amérique du Nord, en Australie. Voilà, ils sont partis, quoi. Et il y a eu cette première vague où ils se sont dit, tiens, le Shah part, ça sent pas bon pour nous, donc ils sont partis. Il y a eu une deuxième vague au moment de la guerre, c'est-à-dire ils sont partis à cause de la guerre. Ceux qui pouvaient se sont dit, bah, tiens, c'est peut-être le moment d'y aller, et puis ils sont partis. Alors, que ça ait été politique ou pas, c'est peut-être un peu dans une moindre mesure, mais on peut dire qu'entre la Révolution et le début des années 80, donc là on parle d'une tranche de 5, 6, 7 ans maximum, il y a eu quand même un certain exode d'une partie de la population qui soit n'appréciait pas, disons, le changement politique en Iran, soit craignait parce que voilà, ils étaient affiliés à l'ancien régime, soit sont partis à cause de la guerre. Et juste au passage, ce qui explique aussi parfois les discours très très virulents des personnes de la diaspora iranienne envers le régime de la révolution islamique. C'est-à-dire qu'on a l'impression en fait qu'il représente l'ensemble des Iraniens, mais il vient d'un milieu social particulier qui, lui, considère, ou peut-être, c'est vrai, a plus perdu avec la révolution qu'avec le Shah. Oui, tout à fait. Et puis bon, alors franchement, moi, souvent, je me pose la question, ces gens-là, souvent, vivent, comme tu le précisais très bien, dans des bons quartiers. Hein, ils ont un niveau de vie qui est intéressant, et puis ils vivent dans le mode de vie dans lequel ils auraient aimé, aimé vivre, mais juste en Iran, en fait. Donc en fait, tout ce qui a changé pour eux, c'est qu'ils sont transposés à l'étranger, mais avec le mode de vie auquel ils aspiraient en Iran. Donc, à la limite, moi je trouve ça même à la limite un peu malhonnête. Si on est bien à l'étranger et puis qu'on aime bien ce mode de vie laïque, occidentalisé, et puis qu'en plus on gagne bien sa vie, et puis qu'on est dans les beaux quartiers, et puis qu'on n'a pas envie de mettre le voile, et puis qu'on ne le met pas, etc., bah voilà, qu'on y reste. Pourquoi s'accrocher forcément? D'autant plus que beaucoup de ces gens-là rentrent en Iran, ont même encore peut-être même je dirais des intérêts de l'immobilier, ce genre de choses. Ils vont, ils reviennent. Voilà, peut-être pas tous. Pas ceux qui ont une implication, je dirais, politique, mais disons les gens normaux qui sont partis parce qu'ils craignaient, voilà, ils peuvent quand même revenir, repartir, et puis voilà, profiter un peu des deux mondes, on va dire ça comme ça. J'aimerais aborder le volet
des sanctions et en même temps faire le lien avec cette diaspora. Est-ce qu'à travers cette diaspora, il y a une immixtion de l'Occident en Iran? Est-ce que ça se fait par ce biais-là? Et comment finalement les sanctions se mettent-elles en œuvre? Comment puisque dès lors que l'Occident a un peu perdu la main en Iran, il y a tout de suite une volonté de sanctionner. On le voit aussi sur la question sur l'affaire russe aujourd'hui, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire isoler le pays pour qu'il puisse payer son attitude, ou en tout cas ses velléités d'indépendance. Donc comment tout cela s'organise? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo? Alors, je peux répondre à ça. De manière générale, donc la diaspora dont parlait mon frère, celle des gens qui avaient réussi à tirer leur épingle du jeu dans la société un petit peu laïque du Shah et qui sont partis parce qu'ils avaient moins d'intérêt à soutenir la révolution islamique, qui n'était pas alignée sur leur idéologie, et beaucoup plus intérêt à juste partir. Eux, en réalité, je crois que le plus qu'ils font à l'encontre de l'Iran, c'est typiquement d'être des employés de chaînes radio, télévisées financées par les Occidentaux et notamment les Américains dans leur programme spécial pour propager la démocratie, attention. Et en fait, donc générer, si vous voulez, des fausses informations ou d'émettre toujours critique sur critique pour tenter de médiatiquement soit déstabiliser l'Iran, pas aux yeux des Iraniens, bien évidemment, mais aux yeux des expatriés et aux yeux des Occidentaux, soit en fait de minimiser l'importance et les victoires engrangées par l'Iran sur le territoire notamment de la géopolitique et notamment au Moyen-Orient. Donc ça, c'est le maximum de ce que ce genre d'élite expatriée font. En réalité, il y a une autre catégorie aussi d'expatriés qui, en fait, ont trouvé des intérêts en Occident, mais qui ont quand même idéologiquement un alignement sur la République islamique d'Iran. Ils sont quand même plus rares. Hein. Ils sont plus rares, mais ils faut existent. Bien les chercher, ceux-là. Voilà, faut bien les chercher. De manière générale, donc ces gens-là, c'est une petite catégorie, hein, ils sont très minoritaires, mais eux contribuent au détournement des sanctions bancaires notamment, simplement par leur présence, leur action, etc. Alors, développer, c'est un peu plus compliqué là-dessus pour dire précisément qui ferait quoi, bien évidemment, le sujet est hautement sensible, donc je m'en tiendrai là. Mais de manière générale, la tendance globale concernant ces expatriés, c'est simplement au crachage de venin, voilà, sur l'Iran, sur des chaînes médiatiques, etc. Quoi. Ça ne va pas plus loin. Je dirais que pour répondre simplement, hein, je pense que l'essentiel de ces gens-là qui interviennent auprès des Occidentaux pour renforcer les sanctions, afin de pouvoir repartir en Iran et y vivre comme ils vivent à Los Angeles. Pour résumer, c'est un peu ça. C'est un peu caricatural, mais quand on regarde des chaînes juste pour rigoler, comme la BBC en langue persane ou des chaînes américaines en langue persane comme Manoto et ce genre de trucs, on a vraiment affaire à des. Enfin, c'est assez ridicule presque en fait. Tellement le niveau est bas. C'est renverser ce régime parce qu'il tue les gens et ci et ça, et nous on veut retourner vivre là-bas et puis pas mettre de voile. C'est un peu ça. Oui, c'est très basique, comme ça va pas très loin au niveau de la pensée, et voilà. Je vois rarement quand même des Iraniens qui vraiment se disent tiens, il faudrait qu'on fasse quelque chose, ces sanctions sont illégitimes, ne sont pas justes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les alléger depuis l'étranger? Ça, je pense qu'on est dans le cas de figure infime. C'est qu'une infime partie de la façon de penser de ceux qui sont à l'étranger. Alors, vous aviez quelque chose à rajouter peut-être? Moi, je voulais juste rajouter un point aussi, parce que bon, je reviens un peu, c'est des trucs qui me viennent à l'esprit, mais
dans les points très importants qu'on avait à la Révolution et juste après, donc la Révolution, il y a la guerre Iran-Irak, il y a la prise d'otage de l'ambassade, et il y a un autre point qui est quand même clé dans le développement géopolitique de la région, c'est d'abord la formation du Hezbollah pendant la guerre Iran-Irak, donc là on parle de 82 environ, et le développement progressif d'un axe de la résistance. Alors Aïssa pourra nous en parler des heures et des heures, mais je pense que... On a justement un entretien avec Aïssa sur ça. Ah, très bien, alors. Justement. C'est pour dire que dans une période de 4-5 ans, ça a été dense et très condensé, on va dire. Beaucoup d'événements très importants ont eu lieu sur une période de temps très court. Et moi, j'aime bien un peu évoquer l'aspect, je dirais pas religieux, mais métaphysique, on va dire, ou divin. C'est-à-dire que c'est des événements quand même, on sent qu'il y a eu une intervention ou une aide. Sans ça, une révolution qui marche, une guerre à une telle échelle qui est lancée contre un seul pays qui est en remodelage, on va dire, qui ne marche pas, disons la superpuissance mondiale qui n'arrive pas à libérer ses otages, et voir qu'en plus, on arrive à développer, si on veut, vraiment une résistance à l'étranger, vraiment, je dirais, aux portes du régime malfaisant, et en développant tout un axe derrière pour ensuite faire perdurer en fait cette résistance. Là, on voit que c'est pas qu'un coup de chance. Il y a eu certainement une très bonne stratégie de la part des élites pensantes qui ont fait la révolution et puis qui ont réussi et puis qui ont été au pouvoir. Et il y a eu certainement un coup de pouce du Tout-Puissant. Sans ça, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré les sanctions qui sont les plus dures jamais appliquées à un pays, alors moi j'ai vécu sous sanctions en Iran, ouais, c'est un peu, voilà, c'est difficile parce que vous ne pouvez pas commercer, vous ne pouvez pas faire de transactions avec l'étranger. Tout est difficile à faire, à obtenir, à lancer. Il n'y a pas de... Voilà, je veux dire, c'est compliqué. Il faut toujours trouver des solutions, il faut toujours contourner les choses. C'est vraiment pas facile. Et puis, il faut faire avec de l'inflation, avec une vie très chère. Il faut composer avec beaucoup de choses qui paraissent ici tellement banales, mais que là-bas, transposer là-bas, c'est compliqué. Voilà, le fait que ça tienne plus de 40 ans après, à mon avis, ça ne peut pas tenir sans un coup de pouce du destin. Donc, on peut se dire, souvent, je pense les Iraniens sur place, une partie de la population, très certainement ceux qui sont au pouvoir, savent qu'il y a un coup de pouce divin derrière tout ça. Sans ça, ou en tout cas qu'il y a, je dirais, le pays a un rôle à jouer en tant que, disons, porte-parole de la résistance. Là, vous venez d'évoquer les Iraniens qui vivent en Iran sous les sanctions. Alors, pour nos auditeurs, on va rappeler quelques sanctions, mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a l'interdiction de commerce sur le pétrole. Or, l'Iran regorge de pétrole. Il y a l'interdiction de vendre le gaz. Or, l'Iran regorge de gaz. L'Iran regorge de métaux. Il y a aussi des interdictions de commerce. Enfin, la plupart des pays occidentaux ont des interdictions même sur le commerce bancaire. On a vu que, il me semble, c'était une amende record de 9 milliards qu'a pris la BNP pour avoir commercé avec l'Iran. On a vu des usines Renault fermées en Iran. Voilà, pour bien situer, il faut imaginer la France qui n'a plus le droit de commercer avec le monde. Et les seuls commerces qui se font, c'est un peu du marché noir avec quelques puissances aux alentours. Ça permet un peu de limiter les dégâts, mais par rapport au potentiel de l'Iran, l'Iran vraiment marche au ralenti. L'Iran devrait être une... Oui, et je dirais que tu peux rajouter dans la liste des sanctions vraiment où tout le monde le sent, l'Iranien moyen le sent dans la rue. Tu as l'exclusion du système SWIFT, donc l'impossibilité de faire des transactions avec l'étranger, des transactions bancaires. Il y avait bien sûr les sanctions sur l'aviation civile. Donc, impossible pour les Iraniens d'acheter des avions, et établir des lignes, des avions de ligne, d'entretenir, avoir des pièces, tout ce genre de choses. Et donc, on voit que les sanctions visent, je dirais même, je pense qu'il y a une certaine résignation d'essayer de faire
disons, de porter atteinte directement au pouvoir iranien. Je pense que les Occidentaux savent très bien qu'ils ne peuvent pas y accéder directement. Donc, ils jouent sur la patience du peuple. Et c'est un peu sur ça qu'ils jouent. On voit bien avec les révolutions colorées arabes, le printemps arabe, voilà. C'est un peu sur la colère du peuple qu'on joue. Donc, on a un peu tout essayé. On a essayé la guerre à l'usure. On essaye les sanctions pour les user. Il y a l'inflation. Il y a, en fait, Isolement maintenant, la guerre, diplomatique. elle est asymétrique sur plusieurs points et elle n'est plus directe. Donc voilà, les sanctions pour affaiblir l'économie, l'inflation, ça c'est pour appauvrir l'Iranien moyen. Tu vas avoir le matraquage, je dirais, médiatico-intellectuel. Ça c'est plus récent et c'est par le biais, je dirais, des médias, des réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc là, on va directement atteindre, si on veut, le cerveau iranien de la population. C'est un peu ça, hein. Alors qu'on y était quand même, on était plus limité avant. Je dirais dans les années 90, début 2000, voilà, tous les Iraniens n'avaient peut-être pas des satellites pour capter les chaînes étrangères ou ce genre de choses. Donc la percée, si on veut, de la propagande extérieure était limitée. Or, aujourd'hui, on voit qu'avec Instagram, les réseaux sociaux autres, voilà, Facebook, YouTube, et tout ce qu'on veut, là, on arrive plus facilement à atteindre les gens du peuple, si on veut.